Radio Pluton. Radio Pluton. Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Radio Pluton dans un décor un peu spécial avec Maxime Jacques que vous connaissez déjà. Salut Max. Bonjour à tous. Et notre invité qui nous reçoit dans les bureaux de son sponsor, AG Assurance. Bonjour Kim Lecourt. Bonjour, merci d'être venu au bureau d'ici. Merci à toi de nous recevoir. On est dans le contexte du Média Day de l'équipe, donc beaucoup de sollicitations aujourd'hui, ça va pas trop fatigué? Non, ça va, je suis excitée pour jouer à Uno. On a préparé effectivement un petit jeu, on va tirer des cartes, tu peux tirer la première et comme ça on voit sur quel thème on commence. Parfait. 10. C'est parfait. On commence sur un thème, une folle, une malade mentale, je cite ton frère. Tu connais cette situation? Il a déjà dit ça de toi. Et bon là c'est le hasard, c'est toi qui l'as tiré, mais justement il a une petite question pour toi, ton frère. Oh là là. Alors moi j'ai une question. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois qu'on regarde la télé, à la maison ou ailleurs, pourquoi est-ce que toi tu as besoin de prendre la télécommande à chaque fois? Voilà, on démarre donc ce podcast là-dessus. On parlera vélo après. Oh là là, ouais, ça me fait un peu émotionnel aussi de le voir sur le portable, même si je l'ai vu il y a quelques jours. Ouais, je peux dire que je suis assez con quand je prends beaucoup de contrôle. Oh là là, il me met complètement sous le... Ouais, j'aime bien prendre le contrôle et regarder ce que moi j'aime regarder, c'est tout. J'aime bien. Et mon frère, il est tellement gentil et calme qu'il me laisse tout le temps prendre contrôle. Et quand il dit une folle, une malade mentale? Ça, je l'entendais, il me dit pas mal de fois ça. Parce que, ouais, il y a des fois où je me mets debout et je danse. Des danses vraiment bizarres et des trucs comiques où lui et moi, je le fais rire à chaque fois et je crois qu'il me prend pour une malade mentale. Les choses que je dis. La danse? Ah non, non, non. Ah non, non, non. Ça, c'est que à la maison. Et lui, il voit des côtés de moi que personne d'autre voit. Il n'y a que les gens où je me sens vraiment confortable et vraiment à l'aise, où je montre cette face. Et voilà, c'est pour ça qu'il me prend un peu pour une malade mentale. Après aussi avoir pris l'idée de venir en Europe et de complètement de venir à des courses en 2015-2016 où je finissais pas, DNF, et là de faire ce challenge et de faire ce que j'ai fait l'année dernière, c'est un peu malade mental, oui. On va parler de ça après. La relation avec lui, tu as suivi un petit peu tout ce qu'il a fait, tous les sports qu'il a fait, on a l'impression que tu les as fait. Comment ça s'est déroulé Ouais, c'est mon frère aîné et c'était mon idole, c'est toujours mon idole. J'ai commencé le sport à cause de lui et tous les sports qu'il a fait, que c'était le tennis, le foot, le rugby, j'ai tout fait, j'ai vraiment tout suivi. Et je voulais le faire aussi bien que lui et peut-être mieux parce que je suis vraiment compétitive. Et ouais, c'est lui un peu celui qui m'a vraiment mis dans le vélo. Il était en France et il faisait beaucoup de courses aussi. Donc c'est vraiment grâce à lui que je suis tombée amoureuse du vélo. Aujourd'hui, on sent la fierté dans ce regard. Ça fait plaisir ça quand on est la petite sœur. Ouais, c'est sûr. Aussi la fierté, mais aussi un peu de tristesse aussi d'un côté parce qu'il avait vraiment des grosses ambitions dans le vélo. Et il n'a pas réussi. Il a eu un gros crash je ne me rappelle pas quelle année, mais sa dernière année de vélo. Et il a vraiment eu un crash où ça a vraiment passé près, quoi. La rate perforée, c'est ça, j'avais lu? Ouais, il était dans l'échappée et il a vraiment, dans un corner, il était à l'extérieur avec un autre coureur et il a tapé dans le pavement. Et vraiment, il a presque perdu son kidney, son rein. Et c'était vraiment un bleeding internal et c'était pas bien. C'est moi qui ai eu le premier appel. Et je me rappellerai toujours parce que mes parents à Maurice, c'était vraiment tard, donc ils dormaient toujours et le directeur sportif m'a appelé mon portable 2 ou 3 fois à la suite et j'avais pas vu, c'est sur silence. Et quand j'ai vu ça, je n'ai jamais parlé au directeur sportif avant, donc j'ai compris que c'était un peu bizarre et je savais que mon frère faisait une course ce soir-là. Et donc j'ai répondu et le directeur sportif m'a dit tes parents ils sont où? Mais un peu paniqué. Et j'ai dit, ils dorment sûrement. Et ils disent, non, mais il faut qu'on le parle. Et ils ne voulaient pas trop me dire c'était quoi le problème. Et donc, du coup, je lui ai dit, il faut que tu me dises c'est quoi le problème, je vais essayer de les appeler. Et ils m'ont dit qu'Oli, il était dans un accident et qu'ils ne savent pas trop sa condition, qu'il a été pris dans l'ambulance par urgence. Et voilà, quoi, c'est la dernière fois que j'ai entendu parler de ça dans les prochains jours. Et j'ai pu que lui parler au téléphone, je pense, 1 semaine plus tard, quand on était out of intensive care. Et vraiment, la première fois que j'ai entendu sa voix encore, j'étais en larmes parce que c'était vraiment quelque chose de... On est super proches. Je sais qu'il y a des frères et sœurs qui ne sont pas proches du tout et qui se détestent.
Mais nous, c'est complètement l'opposé. Le fait de faire une carrière, quand lui n'a pas réussi à faire cette carrière, c'est spécial, j'imagine. Ouais, voilà. Vraiment, je crois qu'il vit son rêve à travers moi. Et c'est vraiment spécial parce qu'à chaque fois que je fais un résultat ou je fais quelque chose qui leur fait mon frère être proud, c'est tout ce que je veux faire parce que je sais que c'est son rêve d'être à ma place. Et je pense que lui, il vit son rêve à travers moi, comme mon mari aussi. On peut tirer une autre carte. On est synchronisé. On danse pas, mais on est synchronisé. Le VTT, Kim, c'est ta discipline de prédilection avant la route. On peut en parler un peu. À quoi ça te sert encore aujourd'hui, les skills du VTT? À quoi ils te servent dans un peloton? À rien. Non, quand je suis rentrée dans l'équipe, on m'a dit « Ah, mais Strade et tu sais, les cobblestones, ça t'ira bien parce que le VTT et tout, c'est un peu similaire. » Et moi, je trouvais ça un peu bizarre parce que, ok, en VTT, on fait des trucs de malade mental, des downhill et des grosses roches et des trucs comme ça, mais les roches, elles bougent pas, tu vois, elles restent en place. Et tandis que dans un peloton, quand tu rentres dans un Paris-Roubaix ou dans un Strade, il y a 100 filles autour de toi qui bougent en même temps. Donc tu peux choisir ta ligne, mais c'est pas sûr que c'est la ligne que tu vas vraiment faire dans la course, quoi. Donc c'est complètement différent. Et j'avais essayé d'expliquer à l'équipe, oui, tu as quelques skills que tu learns sur le VTT en tant que la balance devant-derrière ou vraiment hésiter, ou s'il y a une roche, tu sautes un peu la roche, des trucs comme ça. Mais en général, ça fait beaucoup plus peur d'être dans un peloton route qu'en VTT. Hein. Pour moi, personnellement, juste parce que la vitesse, elle est beaucoup plus. Les filles autour de toi, il faut que tu aies confiance au peloton. Il faut que tu voles avec le peloton, il faut que tu vas avec. En VTT, c'est toi qui choisis ta ligne, la vitesse que toi, tu veux partir. Donc, c'est complètement différent. Mais c'est sûr que mentalement, ça m'a donné beaucoup de never give up attitude. Parce qu'en VTT, c'est vraiment... je crois que j'ai pas encore souffert autant en route que j'ai souffert en VTT en faisant le Cape Epic par exemple ou le Swiss Epic. C'est des courses vraiment... Que tu as gagné en 2023. Ouais, et j'aurais bien aimé que mes coéquipières ou des filles du peloton aillent faire. Je crois Anna, Pauline, c'est les seules qui sont allées faire ces courses-là et j'aimerais vraiment que les autres puissent goûter à ce truc incroyable de physique où vraiment il faut que c'est mental et physique. C'est un autre monde. C'est vraiment un sport différent. Est-ce que justement le fait d'avoir gagné ces immenses courses de VTT t'ont donné envie de revenir sur la route, de retenter l'expérience qui s'était d'abord un peu passée de manière mitigée? Pas vraiment. Hein. Pour être honnête, j'étais vraiment contente dans la position où j'étais en VTT. C'est sûr qu'après avoir gagné le Cape Epic et le Swiss Epic et toutes les grosses stage races en Afrique du Sud, c'est vraiment un tick of the box. Mais c'est sûr que j'aimerais gagner encore et encore et encore la même course. Mais ça allait devenir la même chose, juste des parcours différents. Et c'est là que mon mari, il a dit, what next, you know? On fait quoi? Et j'ai dit, we plan mountain bike, you know? Le prochain Cape Epic, mon prochain teammate, le prochain Swiss Epic, peut-être Andorre Epic. Et lui, il a dit, mais, you know, women cycling on the road is looking really good. Pourquoi pas? Et c'est là que j'ai dit, ouais, mais mon expérience en 2015-2016, c'était vraiment horrible, vraiment horrible. Et j'étais vraiment dégoûtée du sport et j'ai pas envie d'être dans la même situation encore. Mais c'est sûr qu'en regardant la télé, les courses, les grosses courses qui sont venues, qui n'étaient pas là en 2015-2016, le support des sponsors, le support des équipes, c'est tellement plus professionnel. C'est sûr que ça m'a donné envie. C'est vrai que c'est lui qui a démarché certaines équipes World Tour pour te trouver une équipe? Ah oui, non, c'est lui qui a tout fait. Moi, j'ai rien fait. J'avais tellement peur d'être rejetée. Moi, j'étais super confident que personne allait vouloir me donner une chance, juste parce que je n'étais pas sur la route pendant 8 ans. Et si tu regardes mon Pro Cycling Stats en 2015-16, même moi, si je suis DS, j'aurais même pas regardé, hein, vraiment. Donc, je comprends pourquoi j'ai pas eu de oui de plusieurs équipes, mais heureusement que AG Assurance, Soudal, ils avaient vraiment le cœur à prendre un risque. Et aujourd'hui, quand on regarde le Pro Cycling Stats, il est très impressionnant. Comment on explique ce changement de DNF à de belles victoires? Oui, je crois que tout le monde a sa propre route. Et je crois que pour moi, c'était supposé être comme ça. C'était supposé être presque dégoûté du sport et presque arrêter le sport pour me retrouver un peu dans le VTT, faire un peu des courses en ligne en Afrique du Sud, être un peu à la famille, pour vraiment retomber amoureuse avec le sport. Et je pense que c'était vraiment meant to be. Je crois que j'étais trop jeune en 2015 et 2016, je n'étais pas prête, venant d'un pays comme l'île Maurice où il n'y a vraiment pas d'opportunité. C'était important pour moi de probablement passer par des étapes vraiment dures dans la vie.
Et donc, je serai toujours vraiment contente d'avoir fait ce parcours parce que je suis là aujourd'hui. Je pense que si j'étais restée en Europe en 2016 et j'avais continué à pousser, j'aurais probablement arrêté complètement. Je ne serais pas cycliste aujourd'hui. J'aurais complètement brûlé mentalement. Et c'est ça que j'essaie aussi de passer le message à mes coéquipières qui ont 18, 19, 20, 21 ans aujourd'hui. C'est que c'est pas parce que moi, je suis dans l'équipe maintenant que je gagne des courses et qu'elle, il faut qu'elle gagne. Parce que quand j'avais leur âge, je sortais DNF ou dernière, 1h30 derrière la gagnante. Et elles, déjà, elles finissent dans le peloton. Elles font des top 30, top 20. Donc elles sont déjà mieux que moi à leur âge. Et je pense qu'il faut qu'elles suivent leur propre parcours et que ça va arriver. Il faut qu'elles continuent ça knock on the door et un jour, leur parcours vont leur emmener où il faut. On peut tirer une autre carte. Les Jeux Olympiques. On enchaîne un peu les sujets difficiles, ce sera plus tranquille après. 2024 ou 2028 ? On va parler de 2024 d'abord. On aimerait de ta bouche entendre l'histoire de cet abandon un petit peu cocasse, on va dire. Ouais, bon. Jeux Olympiques, c'était la première fois que je suis allée. Donc c'est vraiment un moment spécial, Jeux Olympiques Élite. C'était vraiment une grosse ambition parce que j'étais évidemment en première année dans l'équipe. Donc j'avais déjà des bonnes sensations, j'avais roulé dans le peloton, donc j'avais beaucoup plus de confiance. Et ouais, évidemment, ça ne s'est pas passé comme on le voulait. J'ai eu un problème mécanique dans la roue avant, je pense, je ne me rappelle pas. Un bidon est rentré dans les rayons et ça a cassé un rayon, ou la roue. Et donc j'ai dû m'arrêter. C'était un split decision of est-ce que je continue avec ce gros bruit ou je peux évidemment faire le peloton entier crash et moi-même, ou je m'arrête et je prends mon vélo de rechange. J'avais emmené 2 vélos de rechange en plus. Et bref, je me suis arrêtée et j'ai pris la décision de m'arrêter. J'ai levé ma main et la voiture Shimano s'est arrêtée derrière moi super rapidement. Ils ont tiré un vélo et là j'ai vu ma voiture venir et c'est toujours mieux d'avoir ton vélo qu'un vélo Shimano. Donc j'ai levé ma main et la voiture a passé direct à côté. Ils m'ont pas vu. Et donc là la voiture Shimano elle est partie aussi. Et donc je me suis retrouvée sans rien. Et donc je suis remontée sur mon vélo et voilà, c'était fini. J'ai dû rouler jusqu'au pavé, jusqu'à mon équipe et j'ai dû arrêter. Mais c'était arrêter parce que tu as un problème mécanique, c'est vraiment triste. Arrêter parce que physiquement t'es pas là et que tu lâches, ça va. Je préfère finir dernière parce que physiquement t'es pas en bonne forme que de pas finir la course parce qu'il y a un moment de mauvaise logistique. Dans ta tête, la médaille était vraiment l'objectif? J'ai un mental un peu comme ça. C'est sûr que je visais un top 10. En 2024, j'avais pas la mentalité que j'avais aujourd'hui. Mais c'est sûr que je savais physiquement que c'était possible. Avec le parcours, spécifiquement, ça m'allait super bien. Donc c'est sûr que je pensais que je pouvais vraiment faire une bonne course. Ça s'appelle l'expérience avant 2028? Ouais, c'est sûr. Non, définitivement. On apprend et on move on. Et c'est sûr que aussi j'ai pris beaucoup de big steps parce qu'au championnat du monde l'année dernière, j'ai aussi emmené mon équipe avec, mon staff, et des gens que je trust, des gens qui me connaissent, des gens qui sont professionnels, et ça sera la même chose pour les JO 2028. Qu'est-ce que tu as déjà coché la date du 14 juillet 2028, c'est le jour de la cérémonie d'ouverture, être porte-drapeau de l'île Maurice, c'est quelque chose qui pourrait te plaire? Ça dépend. Je pense que ça dépend vraiment. Si l'entraînement, la base d'entraînement est bien à Los Angeles, ben ouais, ça serait bien d'aller là-bas en avance parce qu'avec le time difference, ça sera très important. For sure, ça sera bien, mais on a beaucoup de bons athlètes de l'île Maurice. Donc je ne sais pas si ça sera moi qui sera le porte-drapeau, mais ça sera un honneur. Tu l'es déjà porte-drapeau avec ouais, voilà. ce nouveau maillot qui est très beau d'ailleurs. Voilà, ouais, je porte le drapeau, mais peut-être que quelqu'un d'autre peut avoir l'honneur, si moi je le fais déjà. Mais c'est sûr que s'ils me choisissent, je ne dirai pas non. J'ai une deuxième question, c'est la dernière, il n'y aura plus de surprise après. Kim, alors ma question pour toi, c'est quel est ton souvenir le plus drôle en sélection nationale? Voilà, il était aussi au JO, Chris. Ouais. Il était dans l'échappée le jour où Remco gagne. Je te laisse lui répondre. Oh, j'ai beaucoup, hein. La plus marrante, il a dit? Oui, la drôle, ouais. Je pense que c'était... Oh, j'ai plein. Mais là, il n'y a qu'un truc qui rentre en tête, c'est on a fait les championnats nationaux VTT en Namibie.
et j'étais en chambre avec une autre Mauricienne. Et bon, déjà nous, notre accommodation, ils sont pas luxe du tout. On est vraiment minimum. Et quand je compare où on est aujourd'hui avec l'équipe, c'est vraiment luxe. Et je sais qu'il y a des Européennes qui se plaignent toujours, mais s'ils savent de quoi j'ai passé avant, et je crois pas qu'ils seront plaints. Mais donc il y avait les toilettes, le tuyau des toilettes était connecté au tuyau de la douche, et il y avait un overflow, et ça overflow de la douche par terre dans la chambre, et c'était complètement rempli d'eau de toilette. Mais vraiment, hein, Pas le parfum à l'eau de toilette. ouais, l'eau de toilette vraiment en dessous. Et notre chambre était remplie de sewage. Et on a dû rester dedans pendant la semaine. Et Chris a voulu te faire dire ça, il connaissait déjà l'histoire et il a voulu te le Ah faire ouais. dire ou... Non, je sais pas. Non, je sais pas, je ne l'ai pas parlé. Okay. Je crois qu'il connaît l'histoire, je pense. Ouais. Je crois que toute l'équipe nationale connaît l'histoire. Il avait été à la toilette juste avant. Non, c'était dans notre chambre en fait. Mais ouais, c'est des moments comme ça où vraiment ça me garde un peu humble, un peu les pieds sur terre, parce que je sais what it feels like to not have anything. Et donc les moments que je passe aujourd'hui avec l'équipe, on est vraiment taken care of to the max. Et c'est pour ça que je me donne au max, parce que j'ai pas envie de retourner comme j'étais avant. Une autre carte. Citoyenne du monde, c'est le thème. Un papa français, une maman écossaise, un mari sud-africain, une équipe belge. Où est-ce que tu te sens le mieux? J'ai été sur ton Instagram ce matin, je pense avoir la réponse. J'avais jamais pensé à ça en fait quand tu me dis tout ça. Où je me sens le mieux en tant que pays ou Oui. endroit pour être? Endroit pour être, oui. Je dirais l'île Maurice. C'est sûr que l'Afrique du Sud a été ma maison pendant pas mal d'années. Je dirais pas l'Écosse, il fait trop froid. L'Afrique du Sud a été ma maison pendant pas mal d'années, mais moi et mon mari on bouge à Maurice cette année. On a bougé il y a une semaine. Et l'île Maurice a toujours été un endroit spécial pour moi, juste parce que ma famille est là-bas, les chiens. J'ai grandi là-bas, j'étais à l'école là-bas, donc c'est vraiment d'où je suis et qui je suis. Le manger est très bien, ça te fait grossir vite, mais c'est très bien pour le off-season. Vous roulez beaucoup. Tous mes amis sont en Afrique du Sud, donc c'est aussi un endroit très spécial pour moi, mais je pense que l'île Maurice restera toujours my home. Si je te cite chaque pays, et tu me dis la première chose à laquelle ça te fait penser, d'accord? Ouais. L'île Maurice, Cocktail sur la plage. la France, Oh, Tour de France, l'Écosse, haggis, black pudding, l'Afrique du Sud wine, friends, et la Belgique. nothing. Non, je dis- Oh, frites et les pavés. dans cet ordre-là. Ouais, les frites avant avec la mayonnaise et les pavés après. Et le pays que tu préfères pour rouler? Fou. Bonne question. Bah là, en ce moment, je suis en Gironde. Vraiment, j'aime l'Espagne. Ils respectent beaucoup les cyclistes. C'est vraiment un endroit de love for bike. Je dirais probablement Gironde, l'Espagne. Ok. Une autre carte. Peut-être je découvrirai un peu plus d'endroits, je sais pas. On va parler de Liège-Bastogne-Liège. Et de la Redoute et de la Roche-au-Faucon, deux côtes dans lesquelles tu as souffert avant de gagner. Beaucoup souffert. Quel souvenir tu gardes de ces moments précis dans la course? Est-ce que tu pensais pouvoir encore gagner à ces moments-là? Je crois qu'il y a un moment avant que peut-être tu n'as pas mentionné, mais je veux vraiment mentionner parce que c'est le rosier. Le rosier est vraiment tôt dans la course et c'est là que j'ai la première fois où j'ai souffert. J'ai lâché très loin et ma coéquipière Julie Van de Velde était avec moi et c'est elle qui m'a ramenée. Mais elle m'a ramenée avec un pas vraiment steady. Et du coup, je pouvais même pas lui suivre et je me presque en larmes. Je lui ai dit Julie, je peux pas, tu vas trop vite et tout. Et elle m'a complètement ignorée. Vraiment, elle m'a genre t'as pas le choix, tu restes sur ma roue. Et sans elle, je pense pas que j'aurais gagné la course. Je serais complètement off, je serais pas revenue. Et pour cette course-là, vraiment, je veux lui donner à elle toute la recognition parce que c'est grâce à elle que je suis vraiment restée devant. Après ça, évidemment, elle s'est sacrifiée complètement dans le rosier pour moi. Et après, oui, Roche-au-Faucon, Redoute avant, j'ai lâché encore. J'ai des moments vraiment compliqués, mais je pense que aussi c'était la pression. J'étais vraiment préparée pour Liège depuis 2024, le Tour de France. C'était vraiment la course où j'avais vraiment visé. J'avais raté Roubaix pour Liège.
J'étais vraiment en forme, mais c'est juste que mentalement, je pense qu'il y avait tellement de pression que ça m'a complètement brûlée. Et je ne pouvais pas handle la pression. J'étais vraiment dans un monde où je me disais, je ne peux pas faire ça, I don't belong here, c'est pas pour moi. C'est impossible que je batte ces filles-là, que je regarde à la télé quand j'étais jeune. Mais il y a juste ce moment dans ma tête où je suis quelqu'un qui n'arrête jamais d'essayer. Tout le temps, j'arrête pas. J'ai plusieurs vies, j'ai 5 ou 6 vies. Et aussi dans ma tête, c'est pas que pour moi que je fais ça, c'est pour les gens qui me supportent, c'est pour tous les sacrifices que je fais, c'est pour ma famille, mon mari, l'équipe. Et tout le monde se sacrifie pour moi, donc je peux pas give up maintenant. Et je suis revenue juste avant Rochefaucon. Et Rochefaucon, j'ai lâché encore, mais dans ce moment-là, je crois que c'était plus un contrôle. Parce qu'à ce moment-là, je sais que dans ma radio, Yoline m'a dit « Ok, pace yourself ». C'est toujours long, c'était 2,8 km. Ça monte un coup, ça raplatit et ça remonte un deuxième coup. Et j'ai senti que dès le début, ils partaient beaucoup trop fort. C'était vraiment des watts incroyables. Et je me suis dit, c'est impossible que je monte tout le long comme ça. Donc j'ai pris mon pas. Et dès que j'ai relevé la tête et j'ai vu que ça se cassait bout par bout devant, j'ai réalisé que je suis pas trop mal, actually. Et c'est plus un mental effect que j'ai dû apprendre à vraiment overcome. Et c'est un truc que j'avais pas avant, le mental strength. J'étais super weak when it comes to that. Et je savais pas que si tu avais un mauvais moment dans la course, c'est toujours possible. Et c'est quelque chose qu'il fallait que j'apprenne, unfortunately, dans Liège-Bastogne-Liège. Et quand j'ai vu que je revenais assez rapidement et que je me sentais super bien, jusqu'au bout où je suis arrivée sur la route de Demi, je voulais attaquer. Même, j'avais dans la tête, je me suis dit, je suis arrivée, moi je veux partir direct. Et j'ai dû me dire, non, Kim, relax, take a deep breath, don't get too excited, you still need to sprint. Et dans ce moment-là, je savais toujours pas que je pouvais gagner. C'était vraiment, j'avais jamais sprinté contre Cédrine, j'avais jamais sprinté contre Demi, j'avais jamais sprinté contre Puck. Donc je savais pas ce que je pouvais faire non plus. C'était un moment vraiment spécial. Tu parles du blocage mental peut-être un peu à cause de la pression que tu t'étais mise. Le fait d'avoir gagné, ça te fait un déblocage pour tes futurs objectifs ou est-ce que tu as encore peur parfois d'avoir ce blocage-là ? C'est sûr que c'est quelque chose qui est tout le temps dans la tête, mais la différence maintenant, c'est que je sais que je peux le faire et je sais que je l'ai fait plusieurs fois en étant bloquée dans la course et me débloquer. C'est quelque chose que je pense que toutes les filles passent. C'est juste qu'elles, peut-être, elles le montrent moins ou elles ont fait pendant des années. Moi, c'était que ma 2e année. Il fallait que je l'apprenne encore. Et je suis toujours en train d'apprendre comment deal avec ça beaucoup mieux. Ça sera quelque chose avec quoi il faudra que je m'apprenne à gérer. Mais je pense que je deviens mieux en mieux avec. On a compris que tu n'étais pas une amoureuse des côtes de Liège-Bastogne-Liège, mais c'est quoi l'ascension que tu préfères pendant l'année Je pense que j'aime les côtes de Liège-Bastogne-Liège. C'est juste que maintenant, j'étais un peu perdue avant, mais maintenant c'est un peu mieux. Je pense que je suis vraiment le mur de 8, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. C'est une course qui vraiment m'excite. Donc je pense que c'est peut-être quelque chose que je vise un peu cette année. Quand on parle de vététiste, souvent il y a l'aspect technique, tu en as parlé tout à l'heure, mais les pentes très raides, ça plaît aux vététistes. C'est pour ça que le mur de 8 te plaît ou pas? Ouais, voilà, je pense. C'est aussi the way I can pace myself. Je crois que je suis vraiment fort dedans. Ça a prouvé aussi autour du AE, où j'ai explosé encore au milieu et j'ai pu vraiment, à la fin, dans les derniers kilomètres, repace myself to the point où j'ai fini 4e, où les autres, elles ont complètement explosé et leur pacing n'était pas aussi bien. Et je pense qu'en VTT, c'est ça aussi le point fort, de pouvoir savoir ce que tu peux faire, pour combien de temps, et de vraiment être patiente. Parfait. Une autre carte. Tu fais attention de ne plus retourner en même temps. Oui, je fais. On revient sur un sujet un peu plus dur. Tu as parlé de ton frère, qui est passé proche d'un drame. Toi aussi, à 3 ans, la malaria à Madagascar. Tu peux nous expliquer ? Oui, on a habité à Madagascar quand j'étais jeune, pendant 1 ou 2 ans. Je ne sais pas exactement combien de temps. J'ai attrapé la malaria. C'est un moment où ma famille ne parle pas trop. Mais quand j'étais jeune, ils avaient une caméra où ils filmaient tout quand on était jeune. Mes parents, ils nous filmaient marcher dans la rue et tout ça. Et ils ont filmé ce moment où j'étais tombée malade aussi. Ils n'ont pas filmé dans l'hôpital, mais ils ont filmé... Mon papa, il filmait mon frère en attendant à l'extérieur de l'hôpital. Ils ont filmé le jour où je suis sortie. Ils ont filmé juste avant que je tombe malade. Ils étaient en ski.
dans les montagnes et moi j'étais pas là, j'étais à la maison parce que j'étais malade. Donc il y avait quelque chose où tu peux voir dans la vidéo où j'étais pas bien. Mais c'est vraiment une histoire où je connais pas tout en détail parce que mes parents, quand ils y parlent, ils peuvent pas, quoi. Ils sont trop émotionnels. Et ouais, j'avais que 10% de chance de survie parce que j'étais tombée malade. Et on m'a emmenée chez le docteur en France, mais parce que la malaria n'était pas connue en France, ils ont dit que c'est juste un flu. Et donc ils m'ont renvoyée chez moi. Et quand je suis rentrée chez moi, j'étais tombée encore plus malade. Ils m'ont re-emmenée chez un différent docteur et lui, il a dit la même chose. Et puis la troisième fois, je ne peux plus marcher. Je dormais tout le temps et l'ambulance a dû venir me chercher parce que j'étais tombée dans le coma. Et c'est là qu'ils ont appelé parce qu'ils ont su que j'étais à Madagascar pendant quelques temps. Parce que j'habitais là-bas pendant 1 ou 2 ans. Et puis on est parti en France pendant 6 mois. Et c'est là que ça a commencé à se développer pendant que j'étais en France. Et c'est quand ils ont su que j'étais à Madagascar, c'est là que ça a cliqué. Ils ont dit peut-être qu'il faut qu'ils appellent des docteurs en Madagascar pour savoir c'est quoi un peu les maladies. Et c'est là qu'ils ont su que j'avais la malaria, mais ils ont attrapé ça super tard, du point où j'étais à 10% de survie. Et il n'y avait pas vraiment un remède, jusqu'à qu'un jour, un docteur à Madagascar avait un remède qu'il a envoyé, et que mon père il a dû venir signer des documents pour dire que il donne la maladie. Risque, mais qu'il était OK. Et que c'était sur lui, quoi. C'est pas sur les docteurs. Ouais. Et que ça peut marcher ou ça ne peut pas marcher. Ça marche avec quelques-uns et ça marche pas avec quelques-uns, donc ils savaient pas comment j'allais réagir. Ils ont dû appeler mon frère pour qu'il vienne me dire au revoir. Évidemment, ça, je me rappelle pas du tout, j'étais tellement jeune. Et puis le lendemain, je me suis réveillée, j'étais sur un vélo dans le passage of the hospital. Et le seul truc que je me rappelle, c'est ça, j'avais un drip dans mon bras et il fallait que je garde le bras droit et j'étais à vélo dans le... Mais le lendemain, le jour d'avant, j'étais presque morte. C'était un moment un peu dur pour mes parents et mon frère, j'imagine. Eux, ils se rappellent de tout. Mais moi, j'étais assez jeune. Mais maintenant, je me fais plus morte par un moustique. Jamais. Donc, je crois que je suis moustique woman. Sur un vélo le lendemain, ça c'est vraiment un signe du destin incroyable. Ouais, c'est un peu bizarre quand même. Hein. C'était le premier vélo ou il y avait déjà eu avant? Non, je pense pas. J'avais pas. Je sais pas. Mais c'est le seul moment que je me rappelle, quoi. Parce que c'est pas le seul sport que tu as fait, on en parlait, il y a eu le rugby, il y a eu le tennis, il y a eu le foot, c'était presque tous les sports. Ouais, mais ce moment où j'ai fait du vélo, je me rappelle pas vraiment avoir fait du vélo toute ma jeunesse. Le vélo, c'était pas vraiment un sport qu'on pratiquait à Maurice, c'était pas vraiment un sport du tout. J'aimais le foot, j'étais vraiment dans le foot. Je voulais faire le foot comme une carrière et le vélo, c'est quelque chose que j'ai dû choisir parce que ma famille entière le faisait et yeah. Et tu as refusé une bourse, c'est ça, pour aller aux États-Unis? Oui, voilà. Ouais. C'était soit ça, soit le vélo. Et je voulais pas aller aux États-Unis à 15, 16 ans, 14 ans parce que je suis vraiment jeune. Donc j'ai choisi le vélo. Et des fois, je regrette un peu quand je souffre à la Redoute, mais, ouais, tout arrive pour une raison. Merci. On va parler maillot, tu en as un magnifique. Mais on va te demander d'abord si tu préfères l'arc-en-ciel ou le maillot jaune. Oh. Là, je dirais l'arc-en-ciel. Parce que je l'ai déjà eu, le maillot jaune. Et l'arc-en-ciel, qui n'est pas celui de l'an passé, on a souvent confondu. Oui, non, le vrai arc-en-ciel. Ça t'a énervé, non, ça, ces comparaisons Je dirais pas que ça m'a énervé, je dirais que ça m'a plutôt rendu triste. Parce que les gens, ils étaient vraiment, vraiment... sévère dessus, avec des commentaires incroyables sur les réseaux. Je me disais tout le temps, et les gens me disent ne lis pas, ne regarde pas, mais quand ils te taguent dessus, et c'est impossible de ne pas voir, surtout quand tu es à vélo. Tu as aussi des commentaires où il te prend pour le champion du monde, c'est chiant, quoi. Parce que moi, je veux représenter mon pays, je veux que les gens me connaissent pour qui je suis. Et c'est sûr qu'avoir le maillot jaune, c'était incroyable, parce que c'est la seule fois où ils m'ont appelé pour qui je suis. Et pas l'autre le long de la route? Non, voilà, c'était maillot jaune et c'est moi, quoi. C'était moi le maillot jaune. Mais dans mon maillot blanc avec mon drapeau de Maurice, c'était tout le temps World Champion, World Champion. Mais ça, c'est pour les gens qui ne suivent pas le vélo. Les filles dans le peloton, les gens qui suivent le vélo, ils savent qui je suis maintenant. Mais c'est plus les gens qui actually makes the sport big. Les gens qui sont au bord de la route, ils ne connaissent pas du tout et ils pensent que tu es champion du monde parce que tu ressembles. Et même, il y avait un jour où j'étais à côté de l'auteur à une course et il m'appelle moi, mais... Elle est juste là, quoi. C'est un truc de malade, vraiment. Et c'est sûr que champion du monde, c'est un rêve. Ça a toujours été un rêve. J'ai essayé de l'apprendre l'année dernière, ça n'a pas marché. Je vais essayer cette année.
Mais je suis vraiment fière de mon maillot aujourd'hui. On a fait un gros statement en changeant le maillot et j'ai eu beaucoup de commentaires déjà des filles dans le peloton qui sont très contentes. Donc, C'est une demande spécifique de ta part de ne plus avoir un maillot similaire? Non, pas du tout. Je crois que avec tous les commentaires, je pense que l'équipe a commencé à réaliser que ça me troublait beaucoup. Oui. Mais aussi l'UCI a commencé à réaliser que ça faisait un gros big noise online et que c'était peut-être une bonne chose de changer. Et je n'étais pas trop contre. Au début, ouais, ça m'a un peu blessée, mais je comprends aussi. Mais là, c'est encore mieux. C'est encore plus grand, je suis encore plus fière. Qui l'a dessiné? Est-ce que tu as eu ton mot à dire sur le... Ouais, c'est sûr que j'ai eu mon mot à dire. C'est moi et les DS. Et puis, on a évidemment Cher avec Castelli, mais c'est plus personnellement moi et les DS qu'on a regardé un peu. Bah, il est très réussi. Merci. Vas-y. DNF. On en a un peu parlé, mais c'est vrai qu'en 2015, quand tu as ton premier contrat pro sur route, on a regardé les stats, tu en as déjà parlé. Il n'y a pas une course de terminée, ou alors dernière de la Flèche Wallonne, je pense. Avant-dernière, je pense, ouais. Je me suis hissée avec la muraille, là, du côté, vraiment. Je me suis hissée et j'ai attrapé pour me hisser. Dernière du Tour d'Angleterre, 1h30 derrière. Après 5 jours, c'est quand même quelque chose. Hein. Et à ce moment-là, tu as dégoûté du vélo de route, personnellement? Ouais, vraiment dégoûtée. J'ai eu une année aussi compliquée en 2016. Aussi parce que j'avais pas de soutien financier, j'avais que le soutien de mes parents. Et je sais qu'eux aussi, ils passaient une vie compliquée de soutenir moi et mon frère en même temps en Europe. C'est pas facile, surtout avec le currency qu'on a en Afrique, c'est vraiment, vraiment cher. Et de ne pas pouvoir give back de tous les sacrifices, c'était vraiment dur pour moi de gérer. Et ouais, c'était vraiment dur aussi mentalement d'être à toutes les courses, d'être au départ et de savoir que je suis là pour 10 minutes et puis c'est fini, quoi. C'était pas une année facile, pas des années faciles. On dit parfois qu'il faut savoir perdre pour savoir gagner. Est-ce que le fait d'avoir vécu ces années-là donne encore plus de saveur à ce qui se passe ces derniers mois? Ah oui, c'est sûr. Non, c'est sûr. Ça m'a fait réaliser encore une fois que chacun a sa route et que heureusement que j'ai eu les passages que j'ai eus parce que ça m'a fait envie d'aimer le sport encore plus. Ça m'a fait envie de, par exemple, le Tour de l'Angleterre, j'ai fini dernière et cette année, je voulais gagner le top 1, ce que j'ai fait. Donc c'est de passer à dernière à 1. C'est des challenges comme ça que je veux tout le temps. La Flèche Wallonne, je vais essayer de gagner. Je suis sortie avant-dernière. C'est plein de trucs comme ça où vraiment j'ai envie de me challenge et de prouver que c'est possible, quoi. De prouver à la jeune génération qui commence que c'est possible de... C'est pas parce que tu es dans le vélo maintenant au World Tour que tu as besoin de gagner. Ça va arriver. Tout le monde a son propre temps. Ce serait une belle revanche de gagner la Flèche Wallonne après avoir dû, 10 ans plus tôt, monter en s'accrochant à la voilà. barrière. Non, c'est sûr. Ça sera une... On verra, j'espère. Vas-y. On va te demander mer ou montagne, on peut même ajouter pavé puisqu'on est en Belgique. Mer, pavé ou montagne? Qu'est-ce que tu préfères? Pavé ou montagne? Il n'y a pas beaucoup de montagnes à l'île Maurice. Je préfère un mix. J'aime pas pavé seulement, j'aime pas quand c'est plat et j'aime pas que quand c'est une grosse montagne. J'aime quand c'est vraiment vallonné. Donc j'aime quand il y a un peu tout, un peu de pavé, un peu de plat et quand il y a un peu de difficulté, que ça finit un groupe de moins de 10 ou 15. Ça, c'est quelque chose qui me va le mieux. Ouais, tu es sans doute une des meilleures puncheuses du monde. Tu es quand même une bonne grimpeuse. Tu as déjà fait 10e à Paris-Roubaix, une bonne pointe de vitesse. Tu continues à travailler tous ces aspects-là ou tu veux vraiment te spécifier comme puncheuse? Ouais, c'est sûr que je travaille un peu tout. J'ai aussi commencé à travailler le contre-la-montre, qui est une discipline où j'ai vraiment pas fait dans le passé. C'est vraiment quelque chose de nouveau pour moi. Et donc j'ai vraiment hâte de voir ce que je peux faire là aussi. C'est beaucoup pour moi à apprendre. Mon coach et moi on a discuté et moi j'étais au point où je veux vraiment être au top dans tout. Et lui il m'a dit on peut pas rush tout parce que sinon ça va être beaucoup trop pour toi et tu vas brûler complètement physiquement et mentalement. Mais c'est sûr qu'on est toujours en train de découvrir vraiment mon plus haut potential. Mais c'est sûr que je vais être compétitif dans les Ardennes, dans les Flemish classiques, donc un peu plus plat, un peu plus punchy, les Ardennes un peu plus de grimpe, et les tours. Je veux aussi vraiment grimper bien, je sais que je peux le faire, c'est juste a matter of balancing everything. Avec ce panel de qualité, quels sont les objectifs 2026 J'ai beaucoup d'objectifs. Je pense qu'en général, j'aimerais faire mieux que 2025, ça sera vraiment dur,
Parce que si ça ne se passe pas, mentalement, ça sera dur de se dire « Ah, mais ça veut dire que je vais en arrière si je ne fais pas mieux. » Mais ce n'est pas le cas. C'est juste que vraiment, l'équipe en général, on a mis la barre vraiment haute, vraiment rapidement. On est arrivé de nulle part à vraiment sur la map. C'est sûr que je veux défendre Liège. C'est vraiment important pour moi. Et j'avais mentionné Flèche. Je crois que toutes les courses à laquelle je participe, je veux vraiment essayer d'aller pour la gagne. Je veux être at least dans le final pour vraiment me battre pour la gagne. Et le tour, c'est important aussi. On a déjà fait 2 top 10 avec Sarah. Et je pense que cette année, on veut vraiment viser top 3. Avec toi, parce que le contre-la-montre, c'est aussi pour faire un classement général. On va pas Ouais, se on mentir. verra. C'est déjà très loin pour vraiment dire l'équipe et tout. Mais c'est sûr que j'ai des grosses ambitions autour. Est-ce que tu as un côté un peu collectionneuse en se disant j'ai gagné Liège, si je peux choisir cette année plutôt la Flèche plutôt que 2 fois Liège, est-ce que c'est... Oui. On Oui, aime bien définitivement. cocher les cases. Non, définitivement. C'est pour ça aussi j'ai choisi aller sur la route aussi. Parce que j'aime bien me challenge à quelque chose de nouveau. C'est sûr que j'aimerais gagner les Cape Epic et les Suisse Epic encore et encore et encore. Mais j'aime faire des nouvelles courses. Par exemple, cette année-ci, je voulais aller à Valence parce que c'est une course que j'ai jamais faite. Mais l'équipe voulait que j'aille UAE. Mais pour moi, c'était j'ai déjà fait UAE l'année dernière. Tu vois, je vais faire plus et plus et plus. Donc c'est sûr que déjà avoir eu Liège, c'est sûr que la Flèche m'excite plus que Liège. Mais je dis pas que j'ai pas envie de défendre mon titre. C'est sûr que j'ai envie de défendre le titre, mais c'est sûr que j'ai envie de gagner d'autres courses aussi pour rajouter à mon palmarès et à l'équipe, le palmarès de l'équipe aussi. Tu parlais de Flandrienne, tu vas faire quoi comme classique flandrienne? Je fais Dwars-door-Vlaanderen et Flandre. Ok. Pas Roubaix alors cette année? Non. Cette année, j'ai décidé depuis avant que je fais pas. Pourtant, top 10 l'an dernier, c'est quand même fou. Ouais, c'était fou. Pour une première fois en plus. C'était vraiment quelque chose que je pensais pas faire. Mais je pense que maintenant, on a plus une clarité sur ce que je peux faire en tant que coureuse. Et je préfère les courses un peu plus punchy. Je crois que Roubaix, pour moi, c'est pas encore quelque chose qui m'excite autant que les Ardennes ou les classiques Flemish. Tu as dit pendant le Media Day, il y a quelques heures, le peloton devrait nous craindre. Tu l'as dit en anglais. Je regrette presque avoir dit ça. Non, mais c'est aussi l'attitude d'un leader dans une équipe d'avoir ces mots-là. Parce que j'ai l'impression que peut-être ça peut come across arrogant, mais c'est pas du tout ce que je veux transférer. Le message que je veux transférer, c'est plus les filles dans l'équipe, elles sont peut-être very shy et elles ne croient pas en elles autant qu'elles devraient. Et l'équipe, maintenant, on est vraiment une équipe à être là. We deserve to be in the front. Les autres équipes nous regardent. Et j'ai envie que les filles ont l'attitude de we belong there, we can do it, I believe in myself. Il faut avoir cette attitude pour gagner la course, pour gagner une course. Et je pense que si tu arrives à une course et que tu as déjà peur, ben tu as fini de perdre. Et c'est une attitude que j'ai pu gagner pendant les 2 dernières années, qui m'a beaucoup aidée mentalement. C'est pas facile à dire, mais j'ai envie de faire le monde savoir qu'on est ici pour courir, on n'est pas ici pour suivre, on est ici pour contrôler et on est ici pour gagner. Et on n'est plus ici pour essayer d'avoir un top 10. On est vraiment là pour gagner les courses et je sais qu'on peut le faire. Oui, tu es chez AG Assurance Soudal maintenant comme une leader, donc c'est à toi aussi de montrer ça. Ça n'a rien d'arrogant, c'est juste à toi d'avoir ces termes-là. Et je pense que les filles, elles vont l'avoir, c'est juste aussi le staff, quoi. Le staff aussi a besoin de montrer cette attitude et qu'on n'est pas juste une petite équipe, qu'on est vraiment une des meilleures équipes au monde. Et je pense vraiment, vraiment avec tout cœur qu'on sera la meilleure équipe au monde dans quelques années. Ou peut-être pas cette année, on verra. La dernière carte. Je crois que c'est un point commun qu'on a tous les 3. Oui, on est avec toi. La gourmandise. Ah. On a déjà parlé de frites, on a déjà parlé de... Voilà, qu'est-ce que tu préfères comme spécialité culinaire dans tous les pays dont on a parlé Moi et mon mari, on adore la cuisine Asian cuisine. Vraiment, c'est notre off-season. J'avais déjà discuté avant que la saison commence où on fera le off-season. Et on veut vraiment aller au Japon pour manger. Off-season, c'est juste la bouffe. Hein. Ouais. Non, vraiment, j'aimerais aller au Japon. J'adore la culture et ce qu'ils font comme la bouffe. On veut vraiment explorer le Japon. Et aussi, définitivement, le manger mauricien. C'est quelque chose que pas beaucoup de gens connaissent. C'est pas un truc international. C'est vraiment le meilleur de chez meilleur. Mais juste pour l'off-season, parce que c'est vraiment...
huileux. Et... Tu cuisines un peu ou... Oui. Donc le plat signature de Kim Le Cook. Ah, il n'y a pas de plat signature. Moi, je suis vraiment boring when it comes to food because, yeah, il faut manger vraiment clean et tout ça. Je ferais quoi? J'aime bien faire les pâtes. Ouais, les pâtes, c'est mon truc. Ça dépend quoi exactement, mais n'importe quelle pâte, quoi. Et en Belgique, bon, on mange bien, mais il y a un plat belge qui te plaît particulièrement. Ouais, les frites. Hein. Non, vraiment, parce que... Et j'ai pas mangé depuis beaucoup de temps, en plus. Pas bien, c'est triste, ça. C'est parce que tu fais pas la off-season en Belgique. C'est parce que je vais en Belgique juste quand il faut. C'est pas un choix. Vous avez vu le temps dehors, là? C'est pas... Je préfère Gironde. Demain à 18 degrés. Ouais, voilà. Demain, 18 degrés. Non, les frites, c'est quelque chose que je mangeais beaucoup en 2015 et c'est peut-être ça le problème. Ah. C'est pour ça que je sortais dernière. Le mur de oui et les frites, ça va pas ensemble. Ça va pas ensemble. Ça va pas ensemble. Et les gaufres. Les gaufres. Ouais, faut pas commencer parce que là, ça va pas arrêter. Et justement, le poids, on en a beaucoup parlé l'été dernier avec Pauline Ferrand-Prévot qui avait perdu beaucoup de poids. Quel est un petit peu ton point de vue là-dessus? Je pense que les gens jugent trop vite. Je pense que tout le monde a sa propre, je le dis tout le temps, mais tout le monde a sa propre route, tout le monde a sa propre façon pour être au top. Et je pense que Pauline, elle est super professionnelle dans ça. Je pense que les filles du peloton, elles suivent pas le VTT. Et Pauline, elle a l'habitude de faire ça. C'est quelque chose qu'elle fait tout le temps pour se préparer pour les championnats du monde, les JO en VTT, que nous, on n'avait pas vu, ou que les filles ne suivent pas le VTT, donc ils ne voient pas. Mais je crois que tout le monde a sa propre façon d'être à son top. Et si quelqu'un performe, then I think we should just be happy for them that they're performing and not judge on something else because maybe jealousy is taking over. Il y a un peu de jalousie et de mauvais perdants. C'est triste, je pense, parce que on sait tout ce qui s'est passé après le tour, tous les commentaires. C'est vraiment triste parce qu'elle est venue, elle était the best of the best in the mountain bike. Elle est toujours the best of the best. Elle a décidé de revenir sur la route. Elle nous a éclaté à Roubaix. Elle nous a éclaté au tour. Et elle avait 2 courses où elle voulait vraiment gagner. C'était ces 2 courses-là, elle a gagné les 2. C'est un statement. Pourquoi pas être fière que le women's cycling is growing, qu'elle a réussi à vraiment achieve ces 2 gros buts. Pourquoi pas être fière et d'être wow, it's so nice to have you back in the bunch, instead of saying bad stuff. I think it's really sad to just talk bad about women's cycling. Tout le monde fait les choses qu'ils ont besoin de faire à sa propre façon et I guess we just have to train harder to beat her, c'est tout. On sent que tu te reconnais un petit peu dans ce côté je pars, je reviens, je fais ma route et peu importe les critiques. Ouais, je pense qu'il faut tout oublier, hein. Ça passe ici et ça sort ici. Et c'est quelque chose de vraiment dur à faire. Moi, j'ai eu beaucoup de difficultés, je peux que imaginer ce qu'elle a passé. Et plusieurs autres dans le peloton qui a beaucoup de commentaires, comme la championne du monde maintenant, elle a aussi eu beaucoup de commentaires. Et je pense que c'est vraiment ridicule. Je pense qu'il faut être fier qu'il y a différentes winners et que women's cycling is growing so much, qu'il n'y a pas tout le temps la même gagnante, c'est excitant, je pense. Merci Kim. Thank you for the nice moment. Ouais, désolé, mon anglais français, il est vraiment mix. Wow. Bon, ce qu'on va retenir avec Max, c'est qu'on peut organiser ses vacances en fonction de la bouffe et gagner Liège-Bastogne-Liège. Parce qu'on fait ça beaucoup, voilà. nous. Ma vie vient de changer. Et voilà, on va remercier Eric qui est derrière les caméras, qui nous aide. On remercie AG Assurance qui nous a reçus dans les locaux. On remercie Chris et Olivier pour les petites vidéos. Et puis c'était le meilleur épisode, je crois, de Radio Peloton. C'était le 62e, donc le meilleur des 62, c'est un classement que tu n'avais pas toujours en 2015. Wow. Donc merci pour ça. On te souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Hein. Thanks, guys. Finish in English. Radio Peloton.